Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et je vous invite à faire abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les informations nécessaires concernant vos études littéraires. Donc, aujourd'hui on va s'intéresser sur le site linguistique de la voix. Alors, la voix, c'est la façon dont se trouve impliquée dans le récit la narration elle-même. Mais, la voix se fait parfois si discrète qu'elle peut sembler tout simplement muette. Zola par exemple pense que le romancier doit garder pour lui son émotion et affecter de disparaître complètement derrière l'histoire qu'il raconte. Or, même réduite à des traces, la voix narrative ne disparaît jamais complètement. Comment la repérer dès lors ? On peut se tourner ici vers la linguistique, qui a inventorié et décrit quelques traits propres à témoigner d'une telle présence. Commençons tout d'abord par l'opposition de l'histoire et le discours chez Benveniste. Donc, premièrement l'énonciation historique. Considérant les temps verbaux du français, le linguiste Benveniste a distingué deux systèmes, qui manifestent deux plans d'énonciation différents, celui de l'histoire et celui du discours. L'énonciation historique se caractérise par l'utilisation du passé simple ainsi que par l'effacement de sujets. De l'énonciation, on la trouve dans les récits des historiens ou dans ceux des romanciers. Après un tour de galerie, le jeune homme regarda tour à tour le ciel et sa montre, fit un geste d'impatience, entra dans un bureau de tabac, y alluma un cigare, se posa devant une glace, et jeta un regard sur son costume, un peu plus riche que ne le permettent en France les lois du goût. Il rajusta son col et son gilet de velours noir sur lequel se croisait plusieurs fois une de ces grosses chaînes d'or fabriquées à Zen, puis, il reprit sa promenade sans se laisser distraire par les œillades bourgeoises qu'il recevait. Balzac, Gambara, cité et souligné par Benveniste, le texte est régi par le couple passé simple, imparfait, qui fait se dérouler le récit comme. Naturellement, il ne semble pas y avoir de traces du locuteur dans l'énoncé. Apparemment, ce paragraphe est dépourvu de narrateur et les événements semblent se raconter eux-mêmes. Deuxièmement l'énonciation du discours. A l'inverse, l'énonciation de discours proscrit l'utilisation du passé simple et laisse toujours apparaître dans l'énoncé les traces de son énonciation. Il s'agit notamment des marques de la première et de la deuxième personne je, tu, de certains adverbes spatio-temporels ici, maintenant, des pronoms possessifs et démonstratifs, des verbes au présent, etc. Toutes ces expressions sont dites déictiques parce qu'elles ne peuvent être interprétées que si l'on remonte de l'énoncé à la situation d'énonciation, d'exis, c'est-à-dire à la personne du locuteur, comme à l'espace et au temps qui lui sont contemporains. On ne peut pas comprendre l'énoncé je pars demain indépendamment de celui qui dit je et du moment où il le dit. Or, le discours n'est pas le propre de l'oral. Il apparaît également dans le récit écrit. Il est là dès que le narrateur rapporte la parole des personnages, mais aussi quand il commente les événements. Ainsi, dans un peu plus riche que ne le permettent en France les lois du goût, un jugement sociologique normatif est proposé. C'est le présent qui signale cette intrusion du narrateur. Moins nettement, dans une de ces grosses chaînes d'or fabriquées à Zen, le démonstratif renvoie lui aussi à la situation de celui qui parle, en l'occurrence à un monde d'objets supposés connus du lecteur. Ensuite sans oublier la subjectivité du narrateur. Les expressions déictiques permettent de délimiter un site linguistique de la voix, c'est au passé, un épisode est posé comme antérieur à l'acte de parole qui le produit et qui par là même s'en distingue. En outre, certaines modalités d'énonciation comme l'interrogation et l'exclamation, ou modalités d'énoncé comme les adjectifs appréciatifs lorsqu'elles ne peuvent pas être attribuées à un personnage, sont souvent des renvois implicites à la subjectivité du narrateur. L'usage de l'italique peut jouer un rôle comparable. Enfin, cette subjectivité se fait jour quand, malgré un évident souci d'impartialité, une certaine unité de ton se dégage de la lecture d'un récit. L'ironie peut y contribuer, mais aussi la tonalité affective ou normative émergeant d'un réseau de comparaison et de métaphores. Voilà, c'est la fin de ce cours, j'espère que cette partie va être utile pour vous, et je vous invite à consulter ma chaîne YouTube pour les autres cours, donc n'hésitez pas à faire abonner pour recevoir toutes les nouveaux et merci d'avance.